Vous m'entendez? Bonjour. Voilà, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour, bienvenue à tous ceux qui sont en ligne et qui nous regardent et qui nous écoutent. Pour cette petite réunion, on va parler du travail étudiant. C'est un sujet évidemment d'actualité puisque beaucoup de jeunes ont perdu ce travail étudiant et on s'en rend compte à quel point ils en ont besoin. Et puis on se rend compte aussi que c'est un phénomène très important dont on parle peut-être pas assez en France. Moi, j'avais noté un chiffre dans l'étude que vous avez publiée, l'équipe de Staffini, c'est 44% des étudiants français travaillent contre 71% en Allemagne et 77% aux Pays-Bas. Donc, on va revenir ensemble sur ces chiffres et sur tout ce qui concerne le travail étudiant. Alors, c'est une réunion qui est en partenariat donc avec Staffmi, qui est un site internet qui permet de justement de trouver un travail étudiant, en général en auto-entrepreneur. Je vais demander à Charles de Fromont, qui est rédacteur de l'étude avec Faustine Pro, de nous faire peut-être une synthèse un peu de cette étude que vous avez menée sur le travail étudiant. Donc peut-être Charles de Fromont. Merci beaucoup, Sophie, et bonjour à tous. On est très contents. Moi, je suis très content au nom de l'équipe de Pergamon, avec Faustine, qui a rédigé l'étude avec moi, de vous présenter ce travail, ce livre blanc sur le travail étudiant. Comme vous venez de le dire, c'est un sujet qui est important. C'est vraiment un sujet important. La crise est venue le rappeler. Elle est venue le rappeler parce que, assez brutalement, on a compris à quel point les étudiants, ce n'était pas simplement des gens qui étudiaient, qui faisaient la fête, c'est aussi une population fragile. C'est des personnes qui peuvent être seules, loin de leur famille, avec des difficultés financières. On l'a vu avec les initiatives de bourse alimentaire qui ont germé pendant la crise. Et les jeunes étudiants, en fait, ils ont besoin de travailler pour cumuler de l'expérience professionnelle, s'aguerrir au monde du travail et tout simplement pour financer leur quotidien. Donc, on va y revenir. Trop travailler pendant ses études, ça peut être très dangereux pour la réussite scolaire. Vous disiez qu'il y a un nombre d'horaires, et même toutes les études le montrent, toutes les études sur la vie étudiante. Je crois que c'est 15 heures par semaine. Au-delà de ça, ça met en péril Voilà. le travail scolaire, parce que le travail étudiant, c'est bien, mais au-delà d'un certain seuil, il y a un risque de décrochage. Exactement. Grosso modo, Faustine y reviendra, mais on considère que c'est entre 10 et 15 heures. Alors, ça dépend du moment de l'année. C'est plus l'été, évidemment. Si c'est pendant les vacances, ça peut être plus. Mais de façon générale, il y a un seuil. Mais une fois qu'on est dans le bon seuil, c'est quelque chose qui est favorable. Et ce qu'on oublie parfois de dire, c'est que c'est vrai qu'il y a des… En fait, en France, on aime bien dire qu'il y a des étudiants qui peuvent rater leurs études parce qu'ils travaillent trop, donc il y a ce danger. Mais on oublie qu'il y a 17% des jeunes qui ne sont pas boursiers, qui abandonnent leurs études supérieures parce qu'ils n'ont pas de ressources financières. Et qu'un étudiant, en moyenne, ses ressources, si on prend la moyenne des étudiants, il y a 15% qui vient des bourses, des ressources, 30% de l'aide des parents et 54% qui vient du travail, fait par les étudiants, du travail étudiant. Donc, alors je passe à la slide suivante, sauf si ça ne marche pas. Voilà. L'idée, c'est aussi de montrer que, évidemment, ça peut être un risque de décrochage scolaire, mais c'est aussi quelque chose qui peut être extrêmement positif en termes d'expérience professionnelle. Voilà, tout à fait. C'est ce point, Faustine va y revenir dans une minute, mais c'est un point qui est très important. Et donc, nous, ce qu'on a envie de dire un peu en introduction, c'est que le travail étudiant, c'est une nécessité, c'est une réalité. Et finalement, alors Olivier Ray nous donnera des compléments là-dessus, parce qu'il a aussi travaillé un rapport sur la question, mais c'est finalement une réalité qui n'est pas tellement étudiée et pour laquelle il n'existe pas vraiment de politique publique. Alors qu'en France, il y a 2,7 millions d'étudiants. Ça veut dire 2,7 millions de travailleurs potentiels. Ce n'est pas un petit marché du travail. Un instant T, il y a plus d'1 million d'étudiants, on considère, qui travaillent. Et tout étudiant, à moins d'être hyper privilégié pendant ses études, il aura travaillé à un moment ou à un autre. Et donc, voilà, c'est une réalité qui existe depuis toujours. Alors, dans le rapport, on rappelle, dans le livre blanc, on rappelle une anecdote qui est qu'il y avait déjà dans les archives des histoires d'étudiants en théologie qui étaient aussi porteurs d'eau bénite pour compléter leur fin de mois à l'époque. C'était à l'époque où les universités, c'était des facultés de théologie, donc c'était très lié à la religion. Mais au-delà de cette anecdote historique, en fait, ce qu'il faut noter, c'est que ce cumul, il n'arrête pas de prendre de l'importance. Pourquoi ? Parce que
en fait, quelque chose que parfois on oublie, que peut-être les responsables politiques oublient, mais il y a 2,7 millions d'étudiants aujourd'hui, il y en a 4 fois plus qu'en mai 68, on aime bien prendre cet exemple. Et en fait, ce n'est pas du tout les mêmes étudiants aujourd'hui qu'en mai 68. C'est-à-dire que les étudiants aujourd'hui, c'est avec le taux de réussite au bac et la part des étudiants qui font des études supérieures, ils sont représentatifs de toute la société française. Donc, ce n'est pas un mélange de, pour reprendre les catégories de Bourdieu et Passeron, pour ceux qui font un peu de sociologie, d'éducation, c'est plus simplement des héritiers et des miraculés de la sélection scolaire qui peuvent être subventionnés par des bourses. C'est vraiment toute la population. Et donc, il faut absolument en parler. Et on ne peut pas simplement parler de l'apprentissage et des stages dans le cadre des études, parce que c'est que 30% du travail étudiant. Il faut vraiment s'intéresser à ce qu'on appelait le continent invisible, hein, c'est-à-dire tous les jobs étudiants pour lesquels c'est un peu ce qu'on plaide dans ce livre blanc. Il faudrait créer un véritable cadre ad hoc, un cadre ad hoc qui existe dans d'autres pays européens qui réussissent peut-être un peu mieux que nous en la matière. Et c'est une hypothèse qu'il faudrait vérifier, mais nous, notre conviction, c'est que une des raisons pour lesquelles la France performe assez mal sur le marché du travail des jeunes par rapport à d'autres pays, hein, je pense à l'Allemagne, à l'Autriche, à la Suisse, c'est aussi parce qu'on n'est pas très très fort pour aguerrir progressivement les jeunes à la question du travail. Et je laisse à Faustine présenter d'autres résultats de notre livre blanc. Oui, puis peut-être on en parlera donc avec Yanis Liman, qui est le responsable le vice-président de la FAGE. Mais c'est vraiment, c'est vrai qu'on souvent, même dans les médias, on parle souvent plus de l'alternance et du premier emploi, et finalement en ignorant le job étudiant, comme si c'était un petit peu honteux, quoi. Enfin, c'est pas tellement mis en valeur, alors que j'ai l'impression que dans les pays anglo-saxons, c'est beaucoup plus mis en valeur. C'est quelque chose d'assez positif et finalement, ça fait partie de la vie des étudiants. Justement, là-dessus, je peux faire un petit compliment, et c'est peut-être une petite question en avance à la FAGE, mais c'est vrai qu'on a l'impression que la question du travail étudiant, elle est un peu prise en étau en France entre ceux qui demandent plus de bourses, et c'est aussi une proposition qu'on fait dans le rapport, hein. Il ne s'agit pas de dire qu'il y ait des bourses étudiants, ce n'est pas une nécessité. Mais du coup, le sujet du travail étudiant passe un peu à la trappe de cette question de il faudrait des bourses ou un salaire étudiant, ce qui est encore une fois une revendication politique qui peut exister et mais qui est, nous semble-t-il, un peu minoritaire. Et puis, on y reviendra, la question de la précarité, c'est-à-dire que comme les jobs étudiants sont des jobs un peu flexibles par nature, eh bien, les développer, ça crée le risque de développer les emplois flexibles ou dits précaires pour le reste de la population. Et donc, il y a cette espèce d'entre-deux qui fait qu'on a du mal à parler de cette question-là. Mais je laisse la parole à Faustine sur les éléments clés du diagnostic. Merci Charles. Effectivement, l'idée, c'était de revenir un peu sur les grands enseignements qu'on a pu tirer du travail de lecture et d'analyse qui a été associé à la rédaction de ce rapport. Le premier enseignement clé, et on en a parlé en introduction, c'est que travailler en tant qu'étudiant, contrairement à ce qu'on peut penser, ça n'a pas nécessairement un impact négatif sur la poursuite des études. Et en fait, la majorité des études statistiques qui ont été produites sur le sujet montrent effectivement qu'il y a un seuil et qu'en fait, entre 10 heures et 15 heures par semaine, l'impact du travail étudiant sur la poursuite des études, il est modéré, voire nul. Et pour aller un peu plus loin, même travailler en parallèle de ses études, ça peut avoir un effet positif parce que ça va venir faciliter l'insertion sur le marché du travail. Et on a donc, dans cette perspective, on a des chiffres qui montrent que les étudiants qui travaillent pendant leurs études, ils sont moins susceptibles d'être au chômage durant les premières années de leur vie professionnelle. Et donc, contrairement à ce qu'on peut penser, le travail étudiant, c'est aussi un tremplin vers l'entrée dans la vie active. Troisième constat, et encore une fois, on en a déjà un tout petit peu parlé en introduction, en matière de travail étudiant, la France est à la traîne, parce que si on compare à nos voisins européens, il y a de nombreux pays qui ont fait le choix de créer des dispositifs adaptés spécifiquement à la population étudiante. Bon, l'objectif ici, ce n'est pas de rentrer dans le détail technique des dispositifs qui peuvent exister en Belgique, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Slovénie, au Danemark, mais globalement, dans ces pays, ce qu'on sent, c'est que le travail étudiant, c'est une réalité visible, et de ce fait, le travail étudiant fait l'objet d'un encadrement adapté, que ce soit sur le plan fiscal dans ces pays, par exemple, le fait de travailler quand on est étudiant, c'est un statut particulier, en fait?
Absolument, il y a certains pays où il y a un statut particulier. C'est le cas en Belgique où il y a une limite de 475 heures de travail par an pour les étudiants. Aussi en Allemagne, on a le contrat 20 heures qui est spécifiquement dédié aux étudiants. Et en fait, c'est un statut encadré, spécifique, qui permet d'une part aux étudiants de bénéficier de conditions favorables sur le plan fiscal, donc côté charges sociales en particulier, et de l'autre, c'est encadré dans un volume horaire qui est particulier, qui permet d'éviter justement de trop travailler pendant ses études et donc d'abandonner en fait ses études au profit d'un travail étudiant. Oui, peut-être qu'il y a des mesures aussi pour baisser ses charges, par exemple. Moi, je me suis toujours, j'étais ravie d'accepter d'animer ce débat parce que j'ai beaucoup pratiqué les jobs étudiants quand j'étais étudiante. Et c'est vrai que, par exemple, il y a quelque chose qui m'énervait, c'est que j'étais obligée je payais la Sécu 2 fois. Parce que je payais la Sécu dans le cadre de mes études. J'étais étudiante à l'Université de Nanterre, donc j'avais déjà une sécurité sociale, une mutuelle, et je la repayais quand je travaillais en fait. Et ça, c'était… Donc je pense que peut-être en effet, il y a des mesures à prendre pour déjà réduire ces charges. En fait, c'est un point fondamental, ça. Ouais. Ah, pardon, vas-y, Charles. Non, mais c'est un point fondamental. C'est que j'ai une grande passion pour la question des charges sociales, donc Faustine le sait. C'est vrai qu'il y a, quand on regarde les dispositifs, on va y revenir dans les propositions, mais il y a vraiment trois dimensions dans l'adaptation d'un cadre ad hoc pour le travail étudiant. Il y a le premier que j'ai déjà évoqué en partie, qui est la question des contrats eux-mêmes, la flexibilité qui est associée. C'est-à-dire que le paradoxe, qui n'est pas un paradoxe hyper paradoxal, mais enfin, c'est qu'un étudiant, il a besoin de pouvoir travailler quand il veut. Il est plutôt sur une logique de travail à la demande, d'où l'intérêt des plateformes, par exemple, comme StaffMe, parce qu'il faut pouvoir travailler pendant les trous, quoi. Voilà, on a 3 jours, finalement, on ne bosse pas, et ben on va essayer de trouver un travail, ou pendant les vacances. Donc, en fait, la logique de flexibilité et précarité, elle est inverse pour les étudiants que pour une personne de 35 ans, 40 ans qui a envie de contracter un emprunt et qui veut un CDI. Donc, il faut ce cadre spécifique. Ça, c'est la première chose. Il faut plus de flexibilité. Là, c'est plus de flexibilité, c'est plus de sécurité pour les étudiants. La deuxième chose, c'est sur les charges sociales, effectivement. Là, il y a cette espèce de truc absurde qui fait que quand on rentre dans le cadre du salariat classique en France, on est obligé de cotiser pour la santé, pour le chômage, alors qu'on n'est pas éligible à l'assurance chômage. Et on cotise aussi pour sa retraite, là où on pourrait dire que quand on va travailler, je ne sais pas moi, 15 heures entre 2 examens, le but de ces 15 heures, ce n'est pas d'aller cotiser 0,50 centimes de retraite pour 20 ans après. Ça peut éventuellement être discuté. Mais en tout cas, pour ce qui est de la santé, on est déjà couvert par la sécurité sociale étudiante. Pour ce qui est du chômage, ce n'est pas vraiment pertinent. Enfin bref, on fait un peu cotiser à fond perdu les étudiants. Et dans les exemples étrangers qu'on a, on a effectivement des réductions de cotisation. Voilà. Donc, pour la retraite, c'est pas totalement vrai parce qu'une fois que lorsqu'on travaille, même quand on est étudiant, finalement, ça sert aussi pour la retraite plus tard. Enfin, on commence déjà à cotiser. Oui, c'est juste, on y reviendra, mais il y a ce sujet le but, c'est un peu de maximiser les rentrées financières qu'on peut avoir comme étudiant. Il y a des réactions sur on parle de sécurité sociale et du coup, il y a quelqu'un qui témoigne. Personnellement, je paye seulement ma mutuelle en tant qu'alternant en BTS. Oui, mais là, c'est vrai que vous êtes en alternance. Là, on parlait de job étudiant, ce qui est un peu différent. Mais en effet, c'est une bonne remarque. Pour l'alternance, c'est différent. Mais là, on parle plutôt, c'est vrai, du job étudiant où là, on paye 2 fois carrément. Voilà, je vous coupais, désolé. Voilà, et non, mais en tout cas, c'est vrai que sur la question des retraites, on peut effectivement se poser la question. Alors ensuite, justement, si on passe à nos propositions, alors c'est moi qui ai la main, hop. Donc, on a fait 10 propositions et puis on les a classées en trois grandes catégories. La première chose, c'est qu'on se dit qu'il faut rendre visible le travail étudiant. Et on se dit, alors là, on sera très, très, très heureux d'entendre les réactions d'Olivier Ray sur la question, mais créer un observatoire du travail étudiant aux côtés de l'observatoire de la vie étudiante, ça nous semble être un sujet important. Qu'il y ait une personne dans l'administration qui soit chargée de piloter ces questions, donc un délégué interministériel. On sait qu'en France, on a souvent besoin d'avoir
un bureau officiel qui s'occupe de ça dans la haute administration, si on veut que le sujet existe. Rajouter un peu plus de bureaucratie, non? Non, observatoire. Non, parce que oui, c'est vrai que ça donne. En France, on aime bien créer des organisations, mais bon. Oui, mais bon, il y a un sujet, c'est que ça touche à la fois le ministère de l'Enseignement supérieur et le ministère du Travail, donc il faudrait qu'il y ait quelque part quelque chose qui existe. Nous, notre sentiment, c'est que c'est bien qu'il y ait un lieu d'échange, un lieu pour en parler, de façon à ce que le sujet puisse exister et ne soit pas, comme on l'a dit avant, un peu prisonnier de plusieurs débats qui ne sont pas spécifiques au travail étudiant. Il ne faut pas que le travail étudiant, le job étudiant, il soit pris entre les politiques d'alternance, la question des stages, la question des bourses, et au milieu, en fait, personne n'en parle. Et puis ensuite, une autre proposition, sur laquelle peut-être Yanis Liman pourra réagir, mais qui serait comment est-ce qu'on valorise davantage l'emploi étudiant au sein des cursus académiques. Donc, premier ensemble de propositions. Ensuite, favoriser ce qu'on appelle le travail étudiant responsable. Donc là, on se dit, voilà, il faudrait créer des règles spécifiques pour encadrer le travail étudiant et faciliter ainsi le recours des entreprises aux étudiants. On en a déjà parlé. C'est vrai qu'il ne s'agit pas de faire du travail étudiant une nouvelle forme de travail hyper flexible au service des entreprises. Il faut créer des règles spécifiques, donc des minimums, par exemple, de rémunération, des seuils de chiffre d'affaires pour ceux qui seraient micro-entrepreneurs ou des seuils d'heures pour les salariés pendant lesquels on favorise le travail étudiant. Donc ça nous semble être très important. Les plateformes de travail étudiant qui se développent comme StaffMe, là aussi, on peut songer à des formes d'encadrement. Alors, c'est déjà le cas chez StaffMe, à notre connaissance, avec un minimum de rémunération qui est proposé, des maximums aussi d'horaires qu'on peut faire au sein de ces plateformes. On pense aussi à la création d'un référent travail étudiant dans les établissements d'enseignement supérieur, de façon à ce qu'il y ait quelqu'un qui puisse conseiller les étudiants sur qu'est-ce que je fais à côté de mes études, pour que justement, on ne se retrouve pas avec des étudiants décrocheurs parce qu'ils vont trop bosser à côté de leurs études. Et puis, voilà, on pourrait imaginer aussi, alors c'est la proposition 7 qui est un peu plus complexe, on pourra revenir si jamais ça vous intéresse. Juste, alors, un petit commentaire d'Étienne. Merci. Excellente proposition. Ces lieux d'échange sont aussi des instances qui donneront de la reconnaissance aux étudiants qui travaillent. On observe aujourd'hui un vrai manque de reconnaissance pour le travail étudiant, tant fiscal que dans les processus de recrutement. Merci beaucoup pour votre commentaire. C'est vrai que souvent, c'est un peu mal vu, même les parents qui, finalement, le bon parent aujourd'hui, c'est le parent qui donne de l'argent à ses enfants pour éviter qu'ils travaillent, finalement. Comme si il n'y avait pas une vertu au travail. Je trouve qu'en France, finalement, c'est pas très bien vu. Le jeune qui travaille, ça veut dire qu'il est pauvre, en fait. Donc, alors que je trouve que alors aux États-Unis, les frais de scolarité sont beaucoup plus importants, mais c'est perçu comme quelque chose de positif et comme faisant partie de l'éducation finalement. Et c'est vrai que, alors là, je prends une casquette un peu d'expert des questions de travail auquel je m'intéresse moi depuis près de 20 ans maintenant. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui n'est pas valorisé en France. En fait, on a cette idée que ce qu'on appelle ça, c'est un mot compliqué, on appelle ça l'adéquationnisme, c'est-à-dire on pense qu'un étudiant, il doit étudier dans le domaine dans lequel il va travailler plus tard. Donc, c'est le paradigme du médecin, de l'avocat, ou d'ailleurs, un truc que dont l'université n'a pas toujours conscience, c'est qu'on crée des futurs enseignants. Donc, quand on fait un exposé de 30 minutes en fac d'histoire, par exemple, où j'ai été, en fait, c'est le format de l'examen du CAPES. Donc, on se prépare à passer l'examen du CAPES et à devenir prof d'histoire. Donc, il y a cette idée que tout ce qu'on fait pendant les études doit servir directement dans le job plus tard. Or, la réalité du marché du travail, elle est très différente. Souvent, on fait un métier très différent de ce pourquoi on a étudié, premièrement. Et deuxièmement, les compétences qu'on demande sur le marché du travail, elles ne sont pas que techniques. Ce n'est pas que est-ce que je connais tel article de loi ou est-ce que je connais tel dispositif fiscal, par exemple. C'est beaucoup des soft skills, ce qu'on appelle les soft skills, des capacités de présentation, d'interaction dans un univers un peu différent. Et là, le fait d'être capable de s'habiller, d'arriver à l'heure, de créer une relation avec son manager, ses collègues, toutes ces choses qui serviront plus tard. Et en effet, pas forcément, heureusement d'ailleurs, parce que j'ai fait, je crois, que tous les jobs possibles étudiants et évidemment, je n'ai pas travaillé après dans ce domaine,
Et voilà, c'est des choses, par contre, qui ont été très utiles en termes de gérer la relation humaine au travail. C'est toujours la même chose. Qu'on soit femme de ménage, équipière au McDo ou travailler au Disney, c'est les mêmes comportements finalement. Mm. Ah, Charles. Moi, je vous entends très bien, mais apparemment, c'est pas. On n'entend plus Charles. Ouais. Alors, je prends peut-être la parole. On va peut-être Nous, donner on la parole s'entend. à Faustine Pau. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Peut-être continuer on a terminé de faire concernant les propositions pour améliorer le travail étudiant en France et sa meilleure reconnaissance. Est-ce que vous pouvez A priori, on s'entend entre nous, mais pas la salle. Voilà. C'est ce que dit Faustine, est-ce que vous pouvez poursuivre? Ah oui, mais si on ne nous entend pas, je ne suis pas sûre que ça soit… Je crois que c'est juste Charles qu'on n'entend pas. Ah, très bien. Donc, allez-y, Faustine. Moi, je vous entends et je crois qu'on vous entend. Peut-être pour terminer sur les propositions, sur le troisième volet de propositions. Donc, on avait cette proposition autour de la rémunération. Comme on en a parlé, l'idée, c'est de maximiser les revenus du travail des étudiants. On a aussi un sujet sur l'évolution du système d'allocation des bourses afin de le rendre plus inclusif. Enfin, moi, dans les études que j'ai lues pour nourrir le livre blanc, il y a des choses très intéressantes, même le chiffre qu'on a cité tout à l'heure, des étudiants non boursiers qui sont forcés d'abandonner leurs études parce qu'ils n'ont pas assez de revenus. Je pense qu'il y a quand même un truc à jouer autour de l'allocation, du système d'allocation des bourses dans cette perspective. Et idem pour l'abaissement du seuil de la prime d'activité qui pourrait permettre, encore une fois, de maximiser les revenus directs ou indirects du travail des étudiants. D'accord. Est-ce qu'il y a aussi une problématique liée à l'âge? L'âge, à partir du moment où on peut travailler, il y a toujours beaucoup de questions. Théoriquement, on peut commencer à travailler à partir de 16 ans, mais le statut d'auto-entrepreneur, il me semble que c'est pas accepté à partir de 16 ans, il faut avoir 18 ans, il me semble. Les gens souvent me demandent à partir de quel âge. Est-ce qu'on peut travailler à partir de 14 ans? Est-ce que, par exemple, les travaux agricoles sont autorisés? Alors, la loi dit que c'est la moitié des vacances scolaires et on peut travailler. Mais moi, j'ai beaucoup de retours sur le travail des mineurs, en fait. Est-ce que vous avez des propositions dans ce sens-là? Nous, on s'est concentré, pour être honnête, on s'est quand même concentré sur le travail étudiant, études supérieures, donc à partir de post-bac. Mais le problème, il se pose aussi dès le lycée, en fait. Oui, absolument. Ouais. Donc,
Oui. Merci beaucoup. Alors, si vous avez, je vais donner la parole à Yanis Liman. Yanis, vous êtes là? Voilà, bonjour. Oui, vous m'entendez bien? Quels sont est-ce que j'imagine que vous vous êtes posé aussi la question du travail étudiant et ça vous, qu'est-ce que ça vous inspire comme réaction? Vous êtes représentant donc du syndicat à la FAGE, qui est le syndicat majoritaire chez les étudiants. Charles a dit quelque chose qui était très intéressant tout à l'heure, c'est que la question du travail étudiant, ça a été pendant très longtemps une question taboue, et même encore aujourd'hui, en fait, dans les organisations représentatives des étudiants. Et en fait, à juste titre, hein, parce que nous, on a longtemps considéré en fait que le travail étudiant, c'est pas censé exister, en fait, tout simplement, que de base, un étudiant, il est là pour travailler, et pour travailler, mais travailler ses études. Et à l'aube des 75 ans de la charte de Grenoble, qui a fondé un peu le syndicalisme étudiant tel qu'on le connaît aujourd'hui, on est dans cette dynamique de travailleurs intellectuels, etc., etc. Je pense que foncièrement, on a fait fausse route pendant un moment, parce qu'en fait, on niait une réalité qui existe et qui fait qu'un étudiant sur deux aujourd'hui travaille. Et qu'en fait, pour ces étudiants-là, on a beaucoup de problématiques à les accompagner, s'ils ont des problématiques avec leur employeur, etc., etc. On a développé des choses de notre côté, notamment avec la CFDT, mais on ne s'est jamais vraiment penché sur la question du travail étudiant, son encadrement et des propositions qui sont très claires. On commence à faire un travail dessus, et là-dessus, je salue vraiment le rapport qui a été fait parce qu'il est vraiment très bon dans la façon dont il a été fait, dans les propositions qui émanent. Je pense que c'est une bonne base de travail pour commencer justement à sortir un peu de ce carcan dans lequel on a été. Cependant, il y a des choses aussi, il y a des réalités qu'il faut accepter, sur lesquelles on a besoin justement de parler, je pense. On a un problème en France, c'est que les formations ne sont pas les mêmes que dans les autres pays européens. On fait le comparatif sur des choses qui ne sont pas forcément possibles. Notre système d'enseignement supérieur, même si on tend à vouloir le rapprocher le plus d'un idéal européen, il est loin d'être uniforme dans tous les pays de l'Union européenne. Et aujourd'hui, si on va en Allemagne, si on va justement dans les pays nordiques, on n'a pas la même conception d'enseignement supérieur qu'on a en France. En France, ce qu'on veut, c'est des connaissances, des connaissances, des connaissances, ce qui est très mauvais, en fait, tout simplement, parce que tout simplement, on nie ce qui est la réalité aujourd'hui de ce qu'on demande à un étudiant quand il va s'insérer professionnellement, c'est-à-dire des compétences. Des compétences qu'on peut avoir de plusieurs manières. Il y a le travail étudiant, il y a les engagements dans les associations, il y a des engagements bénévoles, etc., qui apprennent tous ces skills, entre guillemets, qui sont intéressants justement pour une insertion professionnelle qui soit durable et qui permettent justement d'apprendre des choses basiques qu'on ne nous apprend pas en cours. Cette notion d'approche par compétence dans l'enseignement supérieur, la FAGE, elle le porte depuis des années. Malheureusement, on a en France aussi un académisme très fort qui font que les professeurs d'université, les maîtres de conférences ne sont pas prêts aujourd'hui à faire évoluer leur discipline dans ce genre d'approche par compétence. Sur certaines formations, ça se fait déjà. Des formations qui sont un peu avant-gardistes là-dessus. Je pense à du management, je pense à des choses justement qui sont déjà en lien avec le monde de l'entreprise. Moi, pour venir d'une licence de droit, l'approche par compétence, c'est pas du tout quelque chose qu'on considère comme étant quelque chose de bien. Parce qu'on considère qu'un bon juriste, c'est quelqu'un qui connaît des choses et les compétences viendra après par d'autres formes de... Les apprendra sur le tas, en quelque sorte. Exactement. Et ça, c'est particulièrement problématique parce que la professionnalisation de nos diplômes est telle qu'aujourd'hui, on n'arrive pas correctement à insérer les jeunes qui sortent de diplômes, finalement, où on a des fois 50% d'insertion professionnelle après un Master 2. C'est pas normal aujourd'hui de se dire qu'à Bac+5, on est des personnes qui ne trouvent pas d'emploi 6 mois après. Alors, il y a la crise, mais la crise, elle a bon dos, c'est une situation qui existait déjà auparavant. La question, c'est comment est-ce qu'on travaille réellement sur ces thématiques-là pour permettre une insertion professionnelle qui soit durable. Là-dessus, je reviens justement sur la question du travail étudiant. C'est une réalité qu'on ne peut pas nier. Pour autant, je pense que c'est important également là, on parle beaucoup de chiffres, on parle beaucoup justement de la façon dont les étudiants ils peuvent ressortir des choses de ce travail-là. La question du bien-être étudiant, elle est centrale aussi, encore plus dans ces temps de crise-là. Et nous, ce qu'on remarque à travers une étude qu'on n'a pas encore dévoilée, mais qu'on dévoilera d'ici quelques semaines, c'est qu'aujourd'hui, 40% des étudiants qui ont une activité rémunérée, donc principalement des Bac+3, Bac+4, Bac+5, ont des pensées suicidaires. 40% d'entre eux ont des pensées suicidaires. C'est 20 points de plus qu'il y a un an.
Parce qu'aujourd'hui, bon, il y a la question de la crise, il y a la question du fait que on est dans une précarité étudiante qui est grandissante, que le travail étudiant, oui, c'est une réponse partielle justement à la précarité étudiante. Derrière, on a tout un système d'aide sociale étudiante à réformer. Aujourd'hui, la FAGE, elle le porte depuis très longtemps. Et aujourd'hui, si on veut partir sur des modèles qui sont différents de ce qu'on peut connaître en France aujourd'hui pour aller sur des modèles qui sont plus européens, on doit repenser nos formations. On doit faire en sorte justement que le travail étudiant ne soit pas seulement perçu comme étant une tare, mais comme quelque chose qui permette vraiment de valoriser des compétences, valoriser justement des acquis. Mais ça ne doit pas être la seule source également de revenus. Et ça, je pense que c'est bien expliqué aussi dans le rapport. Mais il y a d'autres façons aussi d'acquérir justement ces compétences-là. Et il faut que les jeunes, finalement, les étudiants aient le choix dans l'acquisition de ces compétences-là. Aujourd'hui, vous sortez un étudiant qui a fait 4-5 ans d'associatif, il a des compétences à valoriser qui sont très, très grandes, qui lui permettent finalement d'accéder à des diplômes qu'il n'aurait jamais eu s'il était resté dans son cursus de base. Il faut que ça soit la même chose pour du travail étudiant. Il faut pouvoir ouvrir un champ de possibilités aussi sur le travail étudiant. Mais on a un pan entier de l'enseignement supérieur qui ne peut pas être concerné par ce travail-là. Je pense à des formations, notamment les formations en santé, où justement ils ont des stages qui sont très prenants, avec des fois des gardes de 12 heures. On ne peut pas leur demander en plus derrière de travailler, de développer ces compétences-là à travers du travail étudiant, parce qu'ils n'ont juste pas la force de le faire. Oui, aujourd'hui, c'est comme une formation, ils sont un peu, alors même s'ils sont évidemment pas très bien payés, mais assez rapidement, quand on étudie en médecine, les stages sont un peu rémunérés quand même. Donc, bien sûr, que ce soit tous les étudiants en santé sont rémunérés très rapidement dans leur stage, mais ils sont rémunérés à des taux horaires qui sont ridiculement bas pour finalement faire des fois, là on est en pleine crise sanitaire. Je suis d'accord avec vous, toutes les formations ne se prêtent pas au travail étudiant, parce que évidemment quand on est à l'université, moi j'étais à la fac, qu'on a 15 heures de cours par semaine, c'est tout à fait jouable d'avoir un travail étudiant le samedi et de faire un travail étudiant. Moi, je travaillais dans un magasin de chaussures tout le samedi, les dimanches, etc. Il n'y a pas de souci. Mais par contre, quand on est étudiant en classe préparatoire, par exemple, c'est vrai que c'est pas adapté à tout type d'études, quoi. Donc, il y a en classe préparatoire, c'est vrai que c'est quand même un peu plus compliqué d'avoir un job étudiant en plus, quoi. On peut donner les cours particuliers en maths, bien sûr, mais c'est quand même assez prenant en soi, quoi. Donc, je pense que toutes les formations. Je donnerai la parole merci beaucoup, Yanis, c'est très intéressant. Et c'est vrai, c'est important de voir à quel point, finalement, au-delà les syndicats étudiants, finalement, ne sont pas beaucoup intéressés à ce phénomène, finalement. C'était plutôt les demandes, c'était plutôt sur le montant des bourses, éventuellement pour certains syndicats étudiants de demander un revenu étudiant, mais pas vraiment sur le travail étudiant, son encadrement, aider les étudiants à trouver un job avec des offres sur des sites internet. Donc tout ça, c'était un petit peu. Alors Olivier Ray, vous êtes inspecteur général au ministère. Vous voulez nous parler d'un rapport qui a été publié l'an dernier, c'est bien ça, sur le travail. Oui, mais avant ça, je voudrais surtout rebondir sur les derniers propos que vous avez échangés justement sur les différents modèles des études par rapport au travail étudiant. Je pense, et sans vouloir en rajouter sur le diagnostic général, dont beaucoup d'éléments, effectivement, nous avions pointé dans notre rapport l'an dernier, qui sont consensuels. Mais ce qui m'intéresse, c'est sur ce que vous disiez sur les différentes possibilités d'occuper un travail étudiant selon ses études. Je crois que ce qui est réellement interrogé, et il a été de nombreuses fois fait allusion à des systèmes éducatifs d'enseignement supérieur dans d'autres pays en Europe qui étaient très différents par rapport au travail étudiant. Je pense qu'il faut pousser la comparaison jusqu'au bout. Ce qui est aussi très différent dans ces pays, c'est le rapport des étudiants au temps. C'est-à-dire qu'en France, on privilégie des parcours très rapides, très denses, très compétitifs, alors qu'on voit bien que dans de nombreux pays, être étudiant, c'est pas forcément avoir 30 à 40 heures de cours par semaine. C'est parfois avoir beaucoup moins d'heures de cours, avoir un temps de maturation beaucoup plus grand lorsque l'on sort de lycée pour choisir ses études supérieures, pour réaliser son parcours universitaire, et où les parcours universitaires, c'est ça ce qui me semble le plus important, sont vus comme quelque chose qui articule
bien évidemment des apprentissages de connaissances dans le cadre universitaire, mais aussi des expériences étudiantes. Il a été fait allusion aux expériences associatives, des expériences professionnelles, des expériences citoyennes, et où, par conséquent, la formation des étudiantes et des étudiants est une combinaison d'un certain nombre d'expériences qu'ils acquièrent durant ce temps-là, qui peut se traduire aussi par des débuts d'insertion professionnelle, mais aussi par des mobilités internationales, par des engagements auprès de la collectivité étudiante, la collectivité nationale. Et ça, c'est quelque chose qui, effectivement, singularise en revanche la France, au sens où, en France, le modèle, je dirais, de l'excellence universitaire est souvent le modèle, et vous l'avez cité à l'instant, le modèle des grandes écoles, c'est, je dirais, y compris un modèle quasiment monacal, dans lequel on ne fait que des études de façon très intense, quasiment coupé du reste de la société et du reste du monde, et qui fait qu'à un moment donné, on privilégie un modèle de diplômé qui n'a quasiment connu que son expérience scolaire et universitaire, ce qui est une source d'interrogation, voire une interpellation de notre modèle par rapport à ce qui peut se passer ailleurs en Europe et dans le monde. Et ça me paraît intéressant. Je sais que c'est en réfléchissant. On peut avoir des étudiants finalement qui vont faire partie de des élites en fait, c'est-à-dire qui ont fait 2 ans de classe préparatoire, 2-3 ans sans jamais avoir travaillé, ensuite qui rentrent en grande école et qui finalement ne travailleront pas plus parce qu'ils auront là aussi une scolarité très dense et pas forcément ça au travail étudiant. Et d'un autre côté, ça renvoie des questions sur le rythme et sur la diversité des expériences, oui. Ouais. Le travail étudiant est plus possible quand on est à l'université finalement, parce qu'on a moins d'heures de cours. Donc c'est quand même un peu plus simple. Mais à se demander quel est le modèle à privilégier de ce point de vue-là, pas qu'à l'université, y compris dans tous les secteurs de l'enseignement supérieur. Moi, ça me semble une interrogation prospective qui vaut le coup aussi d'être posée en relation avec le travail étudiant. Le deuxième aspect que je voulais aussi relever, c'est qu'on a beaucoup parlé de l'apport que pouvait représenter le travail étudiant pour l'insertion professionnelle. Je voudrais souligner aussi que pour la réussite universitaire, le travail académique, évidemment, il a été dit à plusieurs reprises, et c'est normal, quelles sont les conditions dans lesquelles le travail étudiant n'est pas un obstacle pour les études. Hein. Il a été notamment fait allusion à la durée hebdomadaire du travail, c'est tout à fait normal. Je voudrais souligner que des études qui ont été réalisées dans le cadre de l'Observatoire national de la vie étudiante, dans le cadre du Centre de recherche et d'études sur les qualifications, mais également dans le cadre de tables rondes, de groupes de travail, ont fait aussi apparaître que certaines formes de travail étudiant pouvaient aider la réussite universitaire dans la mesure, et c'était implicite dans certains témoignages qui ont déjà été racontés dans ce colloque, certaines formes de travail étudiant contribuent à structurer le travail universitaire et dans cette mesure-là à favoriser la réussite étudiante. Pour que ça soit très compréhensible, je citerai un témoignage d'un étudiant lyonnais qui avait témoigné lors d'une table ronde qu'avait organisée le député Didier Bécher récemment et qui disait, pour ne rien vous cacher, c'était un étudiant qui travaillait dans une supérette, un étudiant en droit aussi d'ailleurs, Yannis, c'est peut-être vous d'ailleurs qui aviez donné ses coordonnées, qui travaillait dans une supérette et qui disait, à partir du moment où j'ai pu travailler, ça m'a apporté en termes de ponctualité, de rigueur, d'attention, de capacité à entrer en interaction avec les autres, des façons de faire qui m'ont énormément aidé pour progresser, pour réussir dans mes études. Oui, alors du coup, ça permet d'éviter il y avait pendant longtemps, on disait il y a le bon travail étudiant et le mauvais travail étudiant. Entre guillemets, le bon, c'est celui qui est en rapport avec ses études et le mauvais, c'est celui qui n'a rien à voir. Et là, ce que vous dites, c'est en fait, en gros, même un travail de femme de ménage ou d'équipière McDo, finalement, ou de travailler dans une supérette, ça permet finalement d'expérimenter des soft skills, enfin des comportements qui sont utiles dans tous les boulots, le fait d'arriver à l'heure, le fait d'être en interaction avec des collègues, avec un chef, etc. C'est finalement des choses qui sont utiles tout le temps. Oui, je pense. Alors, après, il y a
top, quoi. Il y a des limites à tout. Je dirais être gardien de nuit dans un parking et d'en repartir à 3 heures du matin, je pense pas que ça facilite, comment je dirais, Bah si, parce que ça l'assiduité en permet cours le de faire lendemain. des études en même temps, de lire. Ça Ouais, permet bon. de lire, ça permet de. Quand même. Voilà, non, mais vous avez raison globalement. Après, il faut être voilà, raisonnable et, Moi, je et trouve ne pas que tomber dans la caricature. Mais c'est vrai que je pense que de ce point de vue-là, ça apporte une structuration. Vous savez qu'un des vrais problèmes qu'on rencontre dans la réussite universitaire, c'est ce qu'on appelle bah, sous le terme d'anomie. juste, il y a un commentaire de nos auditeurs qui sont. C'est vrai. Alors Antoine qui dit depuis que j'ai commencé à travailler, j'ai plus de facilité à passer à l'action dans mes études et je procrastine moins. Ça m'a réveillée. C'est vrai que Ouais. quand on a un job étudiant, on est dans l'action, on est dans une dynamique. Et finalement, c'est structurant de travailler tout simplement, de travailler, de se dire bah, à 8 heures, je commence dans une entreprise jusqu'à midi. Et encore plus dans une situation où finalement on n'a pas on manque de structuration en raison du Covid en fait. Tout est déstructuré. Et donc finalement, le travail remet de la structure. Voilà. Et l'autre aspect que je voulais souligner qui a été dit ce matin, qui est important, c'est aussi comment ce travail est accepté dans l'univers académique, par les universités et les institutions d'enseignement supérieur. Et de ce point de vue-là, je crois qu'il y a des marges de progrès importantes en France. Je pense plus qu'on est, et la tenue de ce colloque le montre, on n'est plus dans une époque taboue. Le fait même de dire que le travail étudiant, c'était pas uniquement un obstacle aux études, c'était un scandale. Hein. Je crois qu'on n'est pas dans ce cas de figure-là. Mais par contre, on n'est pas encore dans la situation où les institutions d'enseignement supérieur considèrent que le travail étudiant est quelque chose de normal et qu'à partir de là, elles puissent penser l'organisation des emplois du temps, des examens, voire même la reconnaissance, validation ou certification partielle de compétences acquises ailleurs dans le cadre universitaire. Je pense que là, il y a une marge de progrès à faire, et y compris pour faciliter l'accès à des emplois étudiants compatibles avec les études à partir des universités. Nous, notre rapport l'an dernier avait porté sur les emplois que proposent elles-mêmes les institutions d'enseignement supérieur, principalement les CROUS et les universités. Hein, vous connaissez les emplois de tuteurs étudiants, de référents dans les résidences, etc. Mais ça fait très peu d'emplois au niveau quantitatif, même s'ils sont intéressants et importants pour les bénéficiaires et puis pour les activités d'ailleurs universitaires, et même si on peut les développer. Mais par contre, je pense qu'il y a aussi un autre champ qui est proposer aux étudiants, à tous les étudiants, de dire, voilà, si vous voulez un travail pour compléter le financement de votre vie universitaire ou pour le financer en partie, voilà aussi que vous pouvez trouver des emplois étudiants qui soient compatibles avec la réussite universitaire. Moi, j'avais vu des initiatives qui commencent à se prendre dans certains établissements. Je pense notamment à des moments de job dating à l'université de Lille, où justement ils avaient travaillé avec certains employeurs privilégiés des étudiants pour mettre en valeur des emplois et puis pour travailler avec les employeurs pour, par exemple, que ces employeurs libèrent les étudiants lors des examens, ne les fassent pas travailler à des horaires complètement incohérents avec leurs emplois du temps universitaires, et fassent aussi un effort du point de vue de l'université pour que les enseignants, quelque part, ne sanctionnent pas un étudiant parce qu'il travaille et qu'à un moment donné, il n'a pas pu respecter exactement, être là à tout moment. Oui. Quand Alors, on ne peut pas non plus demander à l'université de s'adapter à tous les cas parce que ce serait un peu compliqué. Non. Et ce n'est pas son rôle. Mais par contre, je trouve que juste, est-ce qu'il n'y aurait pas un manque aussi d'information? Par exemple, je sais que l'agriculture, les secteurs de l'agriculture demandent beaucoup d'étudiants. Ils ont besoin, ils souffrent justement qu'il y a beaucoup de travailleurs étrangers qui ne peuvent pas venir assurer les récoltes, etc. Mais je trouve que, bon, certes, on a Pôle emploi, mais est-ce qu'il ne manque pas aussi d'un acteur pour l'emploi spécifique pour les jeunes, quoi, finalement, pour informer les jeunes sur les besoins et avec une communication propre pour les étudiants. Les étudiants, on a besoin de vous. Il y avait une communication pendant le premier confinement pour cet été où on disait clairement on a besoin des étudiants, mais je trouve que souvent il y a peut-être un déficit d'information sur les jobs étudiants qui sont proposés, quoi. Je pense qu'il ne faut pas sous-estimer, ça a été dit d'une certaine façon, mais pas de façon explicite dans les propos précédents. Il ne faut pas sous-estimer qu'en France, on a une politique envers la jeunesse, parce qu'on a un problème particulier des jeunes par rapport à l'emploi. Gros taux de chômage, de précarité chez les jeunes. Donc, on a une vraie politique pour la jeunesse. Et le plan Un jeune, une solution, la garantie jeune, enfin, beaucoup de dispositifs en témoignent. Et comme on a une politique vers la jeunesse, en matière de travail, c'est vrai que quelque part,
les étudiants sont pas la catégorie qui spontanément est la plus rapidement évoquée par ceux qui ont en charge la politique de la jeunesse, parce que entre un étudiant qui certes peut avoir des problèmes mais étudie et un jeune qui n'a ni emploi ni formation, la priorité est forcément pour le second. Donc il faut penser là une meilleure lisibilité, je pense, effectivement une meilleure reconnaissance du travail étudiant, d'abord pour ne pas l'opposer aux autres jeunes et pour le penser de façon complémentaire aux autres dispositifs qu'il y a dans les politiques de jeunesse. Entre le ministère du Travail et le ministère de l'Éducation nationale, voilà, et la jeunesse, faire un pont entre les deux ministères pour trouver, et pas uniquement, parce que c'est vrai que quand la ministre du Travail parle des jeunes, c'est souvent pour parler de l'alternance, et c'est normal. Mais finalement, il n'y a pas que ça, quoi. Il n'y a pas que l'alternance pour résoudre les problèmes de travail chez les moins de 25 ans. Donc, oui, il y a une réaction de Brandon Viguier. Je pense que les métiers devraient être intégrés dans les cursus avec, par exemple, une journée de véritable travail par semaine pour les responsabiliser, les motiver, car ils voient ce qu'ils font, les amènent vers du concret. Ça me fait penser aux écoles d'ingénieurs il y a toujours un mois de travail ouvrier. C'est obligatoire lorsqu'on commence une école d'ingénieur, ce mois de travail ouvrier. Donc, le futur ingénieur doit travailler dans une usine ou autre pour voir ce que c'est que le travail ouvrier. Donc, finalement, c'est quelque chose qui existe depuis, je pense, le début des écoles d'ingénieurs. Mais en fait, c'était le début finalement du travail étudiant, en fait. C'était pour montrer ce que c'était que le travail en bas de l'échelle, quoi. Jean-Baptiste Achard, vous êtes cofondateur de… merci beaucoup, Olivier Ray. Jean-Baptiste Achard, vous êtes cofondateur de Staffmi, je vous donnerai la parole après. Et Robin Rivaton, vous êtes économiste. Robin Rivaton, économiste, est-ce que vous avez une réaction par rapport à tout ce qui vient d'être dit lors de ce colloque? Bonjour à toutes et à tous. Merci de m'avoir invité. J'ai été ravi de signer la préface de ce livre blanc qui, effectivement, comme je pense ça a été dit, est un élément extrêmement utile pour l'évolution des réflexions sur le travail étudiant. On voit qu'on a beaucoup de retard. Et je pense que il faut pas qu'on se cache en se disant que c'est une spécificité française. C'est un retard par rapport à ce qu'ont fait d'autres pays, vu les bénéfices qui ont été documentés du travail étudiant. Moi, le modeste commentaire que je voudrais faire traite quand même à la façon de penser la pluralité. On a longtemps vécu le monde étudiant comme un bloc uniforme, effectivement, de gens qui devaient étudier pour ensuite pouvoir rejoindre de l'emploi dans lequel ils rejoignaient ceux de leur cohorte ou de leur génération qui n'avaient pas eu la chance de faire des études supérieures ou qui avaient fait des études plus courtes. Cette image-là a totalement éclaté à l'aune de la fragmentation géographique, de la fragmentation de nos vies. Aujourd'hui, chaque trajectoire individuelle est différente. La vie étudiante est fractionnée, elle passe par différents moments. Elle n'est pas du tout la même que l'on fasse des études longues ou des études courtes. La localisation des études transforme complètement l'expérience d'étudiants qu'on peut avoir. Et donc, face à l'éclatement de ce monolithe et à la façon dont on l'appréhendait dans les politiques publiques, il est évident que notre perception du travail étudiant doit faire la même transformation, le même aggiornamento. Robin Rivaton, je vous coupe. Il y a aussi un aspect économique, c'est le fait que la part des étudiants… Alors, juste, il y a une petite réaction. Les universités ne dépendent pas du ministère de l'Éducation nationale. Oui, ça, bien sûr, je le sais. Désolée d'avoir fait cette petite bourde. Merci beaucoup de me le rappeler, Bertrand. Sinon, Robin, il y a un aspect quand même économique. C'est que c'est que la part des étudiants dans l'enseignement supérieur privé a explosé ces dernières années. Et ça, c'est quelque chose Moi, en fait, je vais vous dire quelque chose, ça fait longtemps que je travaille dans ce secteur et c'est ça qui m'a le plus frappé. C'était que en fait, la part des étudiants à l'université, la part baisse
et de plus en plus d'étudiants se tournent vers l'enseignement supérieur privé avec des coûts de scolarité. Bien sûr, il y a l'alternance qui est proposée, mais quand même, c'est pas toujours possible, de l'ordre de 10 000 euros par an. Alors même si on a une bourse de 100 euros par mois, ça ne comble pas la différence. Et même si parfois certains parents peuvent aider, on peut faire des crédits, mais ça oblige quand même l'étudiant à travailler beaucoup plus que par le passé. Donc cet aspect économique, quand même, c'est un des gros changements de ces 10-15 dernières années. Effectivement, il y a deux leviers qui ont joué. Le premier, c'est que la hausse du nombre d'étudiants depuis le début des années 2000 ne s'est faite que par l'enseignement privé. Donc, le nombre d'étudiants dans l'enseignement public est resté stable sur la période. Donc, on voit bien qu'il y a un recours accru des étudiants et de leurs familles, puisqu'il y a beaucoup de décisions familiales ou parentales là-dedans, d'avoir recours aux établissements privés qui ont des coûts de formation qui sont ce qu'ils sont, et donc qui sont assez élevés, donc qui obligent à avoir recours à d'autres types de financement au-delà du financement familial. Donc, vous l'avez dit, financement par la dette, financement par le travail étudiant de la scolarité. Et puis, on voit progressivement se dessiner aussi une concentration de l'enseignement supérieur à l'échelle du territoire dans les métropoles. Et cette concentration de l'enseignement supérieur aboutit à une augmentation des coûts de la scolarité au global, notamment liés au logement. Et donc, ces deux facteurs conjugués ont poussé les étudiants et leurs familles à devoir trouver des nouvelles ressources. Évidemment, le travail étudiant en a fait partie. Et ce que je pense important, c'est qu'on doit être en capacité d'adopter ou d'accepter la pluralité du travail étudiant. Et on doit bien se garder de penser qu'il y a des bons ou des juste mauvais. une petite réaction d'Alain Fayol qui dit « On ne peut pas laisser dire que le nombre d'étudiants à l'université est stable, c'est une grosse faute. » Non, oui, non, je tout à fait… Je crois qu'il a raison. Ce que voulait dire l'intervenant, c'est que c'est la part relative de l'université qui est… Mais effectivement, le nombre d'étudiants dans l'université, lui, a continué à augmenter en nombre absolu. En fait, quand je dis que c'est la part d'étudiants, imaginons il y a 100 étudiants, peut-être avant 90% de ces étudiants étaient dans le public et 10%, et maintenant je crois que c'est de l'ordre de 20%. C'est la part globale en fait qui augmente énormément dans l'enseignement supérieur. Mais bien sûr, le nombre d'étudiants à l'université augmente chaque année. Mais par contre, c'est la part qui est la proportion, je dirais, qui est voilà. Vraiment voilà. Tout à fait. Merci de vos précisions à vous deux. Et donc, cet aspect de pluralité est extrêmement important de mon point de vue, et c'est ce qui fait aujourd'hui l'importance du travail étudiant, où on doit vraiment se prémunir de toute tentation de vouloir le juger, de dire s'il est bien ou mal, et de laisser les étudiants être en capacité de faire leur choix. Je pense qu'on a atteint un niveau d'information grâce au numérique extrêmement important, et donc il y a une capacité aujourd'hui à faire son choix, d'autant plus avec des plateformes telles que Staffme qui permettent également de donner de la visibilité sur et les bons employeurs et ceux qui offrent des conditions intéressantes pour les étudiants. Ouais, et puis c'est vrai que le nombre d'étudiants a explosé cette année en raison du bac très spécial que nous avons eu en 2020 en raison de la crise sanitaire. Donc, il y a eu une explosion aussi du nombre d'étudiants, du nombre de bacheliers. Mais c'est vrai que les frais de scolarité, vous parliez du fait que les jeunes n'habitent plus forcément chez leurs parents et donc, du coup, ont beaucoup plus de frais. Je pense en particulier à la plateforme Parcoursup qui est sectorisée pour l'université, c'est-à-dire que si vous postulez à l'université, on va vous affecter dans l'université à côté de chez vous. Mais par contre, cette plateforme Internet de Parcoursup permet finalement de postuler partout en France. Donc là aussi, et dans toutes les villes. Et là, une fois qu'on est parti de chez soi, on est obligé en effet de trouver un logement, de se nourrir, etc. Et ça a fait exploser les frais de scolarité. Donc, il y a un aspect économique important quand même. Jean-Baptiste Achard, vous avez cofondé Staffme. Est-ce que vous pourriez nous raconter, pas longtemps, mais comment vous avez eu l'idée de créer cette plateforme ? Bien sûr, merci Sophie et merci à tous les intervenants de ce colloque. Staffme a maintenant 5 ans, donc il est né en avril 2016, le 21 avril. Donc voilà, dans quelques jours, nous fêterons les 5 ans de cette belle aventure tournée vers les jeunes
Et cette aventure, elle est née en fait d'une expérience commune qu'on avait avec mon associé Amaury, et particulièrement aussi du fait que moi en fait, j'ai monté Staffmi pendant mes études, à la fin de celle-ci, et j'ai toujours travaillé pendant mes études parce que voilà, j'étais étudiant boursier, je bénéficiais d'une aide parentale, mais qui n'était pas suffisante, et donc j'ai fait un tas de choses. J'ai travaillé dans une usine pour vérifier la taille et le conditionnement de yaourts. J'ai travaillé dans le sentier pour une entreprise de vêtements. J'ai fait des tas de choses. Et à la fin de celle-ci, j'avais créé un statut d'auto-entrepreneur et je faisais à la fois des missions de développement de sites internet et des missions de coursier. C'était le tout début des plateformes de livraison. Et c'est partant de ce constat de la facilité que permettait ce statut, mais surtout aussi de la flexibilité que représentaient ces missions, que je me suis dit qu'en fait, il fallait qu'on étende le cercle, ou le champ des possibles du job étudiant, et que l'émergence du numérique, l'arrivée de statuts comme celui d'auto-entrepreneur qui permettent une vraie flexibilité, c'était le bon moment pour le faire et pour essayer de créer une alternative, ou en tout cas une nouveauté sur ce domaine, sur ce secteur du travail étudiant que je trouvais à l'époque assez fermé. C'est-à-dire que vous aviez, on a l'habitude de dire soit le CDI fast-food ou retail, CDI donc, on voit très bien, c'est 15 heures ou 20 heures par semaine, mais sans aucune flexibilité dans une grande enseigne de distribution. Alors, le reproche qu'on peut vous faire, c'est de restauration rapide. Finalement, vous profitez du statut de l'auto-entrepreneur, qui n'existait pas avant. Donc, on vous reproche parfois de favoriser le fait que ces jeunes ne cotisent pas pour leur retraite future, etc. Qu'est-ce que vous répondez à ce genre de critique? Alors, il cotise. J'imagine. Ça, c'est très important de le dire. Le travailleur indépendant cotise à hauteur de 22% de ses revenus. Donc ça, il y a évidemment des cotisations qui sont versées. Donc ça, c'est vraiment c'est une image publique qu'on a sur le travail indépendant, mais qui est fausse. Et nous, vraiment, pourquoi on s'est saisi de cette opportunité via le statut d'auto-entrepreneur, c'est parce qu'en fait, il répondait à ce qu'on pense être les bonnes caractéristiques du travail étudiant, c'est-à-dire de la flexibilité. L'étudiant, il a besoin de pouvoir s'adapter en fonction de ses moments de vie qui peuvent être la préparation de partiels, où il va devoir moins travailler, ou un entre-deux, où justement, il va avoir plus de temps pour travailler. Il doit pouvoir adapter comme ça, de façon très flexible, quasiment à la semaine, parce qu'il y a aussi cette question des emplois du temps qui sont souvent mouvants. Il doit pouvoir adapter son rythme de travail, et donc ça permettait, via ce système du numérique, de faire ça, de la plateformisation. Et le deuxième aspect, et qui nous semble primordial, c'est celui de la rémunération. C'est pour ça que dès le départ, sur la plateforme, on a fixé une rémunération minimale qui est à 13,20 € pour l'étudiant qui travaille. Et ça nous semble très important parce qu'en fait, ce qu'on voit, c'est que l'étudiant, ce qu'on constate, c'est qu'il faut qu'il travaille peu, mais qu'il gagne beaucoup. Donc c'est le contraire de ce qu'avait dit un candidat à la présidentielle il y a quelques années. Mais c'est quelque chose de très important pour nous, parce que ce qu'on constate, c'est que, comme le disait justement Olivier Ray, et comme ce qu'il le souligne dans une étude qu'il a publiée il y a quelques années, en deçà de 15 heures par semaine, le travail étudiant, et on le voit avec toutes les interventions qu'il y a eu aujourd'hui, a beaucoup d'externalités positives. Vous créez du réseau, vous générez des revenus, vous gagnez en expérience professionnelle. Et au-delà de 15 heures par semaine, c'est à ce moment-là que viennent les difficultés, que viennent l'activité professionnelle de l'étudiant exactement prend le pas sur les études. Et voilà, tout un phénomène plus négatif. Donc nous, c'est vraiment ce qu'on a essayé de réunir à travers la plateforme, c'est cette rémunération élevée et cette possibilité d'avoir une vraie flexibilité. Et après, il y a
il y a un autre point Là, qui vous me avez semble combien important. juste je vous coupe, Jean-Baptiste, est-ce que vous avez combien de personnes qui sont inscrites? Est-ce que vous avez vu une fluctuation en raison de la crise du Covid? Est-ce que votre plateforme s'est plus développée? Comment est-ce que vous avez Bien quelque sûr. chose à nous donner sur Alors, on a 350 000 jeunes qui sont inscrits sur la plateforme. Okay. Et ce qu'on a vu ces derniers mois, c'est un phénomène assez évident, c'est que, mais en même temps paradoxal, d'un côté, on a eu un afflux massif d'étudiants à la recherche justement de jobs parce que leur Erasmus a été supprimé, parce que leur stage, par exemple, a été repoussé en raison de la crise sanitaire, parce que parfois l'aide parentale a diminué. Donc ça, c'est vraiment, on a vu un afflux massif. Et de l'autre côté, aussi une diminution des propositions de la part des entreprises qui s'inscrivent sur la plateforme. Pourquoi? Parce que les secteurs traditionnels sur Staffme sont évidemment les secteurs du job étudiant, donc l'événementiel, la restauration, ce genre de service, même la vente en boutique. Et donc, on voit de façon une inadéquation entre la demande très forte des étudiants, exactement, et moins d'offres. Donc c'est pour ça que. Et est-ce qu'il y a d'autres demandes qui ont émergé? Est-ce que finalement, c'est vrai que le gros des troupes, c'était les événementiels, les hôtesses, les vendeurs en magasin pour la journée, etc. Et est-ce qu'il y a, du coup, il y a d'autres types d'entreprises qui se sont manifestées? Alors oui, il y a d'autres types d'entreprises qui se sont manifestées. Principalement, ça va être dans tout ce qui est l'agriculture. Non, je sais pas. Alors, on va en parler si vous le souhaitez. La distribution alimentaire a pas mal fait appel aux étudiants ces derniers mois. Et après, beaucoup la santé. Donc, notamment avec le dépistage contre le Covid-19. Donc, ça qui est aujourd'hui majoritairement fait par des étudiants dans les pharmacies, les laboratoires. Étudiants qui sont principalement des étudiants en santé. Soins infirmiers, médecine, pharmacie, mais aussi et depuis peu via un système de formation dispensé par les régions. Ça peut être des étudiants qui sont dans d'autres cursus, qui bénéficient d'une formation de 2 jours et qui ensuite peuvent aller réaliser ce type de prestations. Et sur l'agriculture, on avait lancé un appel, justement, vous en parliez au printemps dernier, enfin il y a 1 an, au moment où il y avait eu la mobilisation des bras pour ton assiette. Ouais. Et on avait eu énormément de candidatures via la plateforme de jeunes qui voulaient travailler. Malheureusement, de l'autre côté, donc du côté des agriculteurs, la demande a été moins forte. Et voilà, sûrement parce qu'ils ont une main-d'œuvre avec laquelle ils ont l'habitude de travailler, qui n'est pas forcément la main-d'œuvre étudiante. Et donc, ils étaient plus mobilisés sur. Mais il y a beaucoup de déceptions parce que les étudiants rêvent d'aller travailler dans les champs et finalement, les agriculteurs ont dit non, nous, on préfère nos travailleurs saisonniers qui viennent d'Équateur. Il y a beaucoup de compréhension entre les deux, j'ai l'impression. Tout à fait. En tout cas, nous, c'est vraiment le constat qu'on a fait sur ce secteur. Donc, merci beaucoup. Est-ce que, donc là, aujourd'hui, s'il y avait une mesure phare que vous aimeriez être mise en place par le gouvernement, qu'est-ce que vous souhaiteriez pour développer le travail étudiant? Peut-être je vais redonner la parole à Monsieur Liman de la FAGE. Savoir, je ne sais pas s'il y avait quelque chose voilà, parce que là, c'est vrai que on est en pleine période de recherche de job pour l'été. Je vois, c'est vraiment le mois d'avril, c'est vraiment le moment où ça devient très, très urgent. Est-ce qu'il y a quelque chose qui permettrait, à votre avis, de débloquer ça? Après, je ne suis pas forcément convaincu que c'est le moment justement de se lancer sur le développement du travail étudiant vu la situation psychologique que ressentent actuellement les étudiants. Je pense qu'avant de travailler vraiment sur ce sujet du travail étudiant, il faut que ça passe. Et Olivier Rey l'a très bien dit tout à l'heure, il y a une question de modèle. Et on ne peut pas faire évoluer un modèle si on part pas en fait de la base, qui est finalement comment est-ce qu'on pense l'enseignement supérieur en France. Et si on le repense de telle façon à le mettre en adéquation avec du travail étudiant et que ce travail étudiant soit valorisé, c'est intéressant. Dans le cadre actuel, je pense que ce qui doit être
prédominant aujourd'hui dans la tête des décideurs politiques, c'est déjà de résoudre les problèmes psychologiques que rencontrent les étudiants, les problèmes de bien-être. Et je pense pas que c'est justement aujourd'hui, en développement de travail étudiant, qu'on va pouvoir résoudre ces problématiques-là. Là, je pense que la meilleure des façons de le faire, c'est qu'on s'attarde, et là je rentre dans ma position de syndicaliste étudiant, mais en même temps c'est mon rôle, c'est justement qu'on repense le système d'aide et que derrière, on puisse commencer à penser plus largement à un système de travail étudiant qui soit encadré, parce que ça je partage avec vous, mais dans la hiérarchie entre guillemets des combats à mener avant la fin de la crise, je pense que la question psychologique et la question d'un filet de sécurité minimum pour les jeunes doit se poser maintenant, même si, parce que je pense qu'on va se retrouver dans la même situation. Vous êtes pour le revenu étudiant ou pas? Enfin, vous militez pour le revenu étudiant ou pas, comme l'UNEF ou non, non. La FAGE ne conçoit pas en fait un revenu étudiant comme étant la solution à ça. Il y a un système de bourse, auquel on est attaché. Pour autant, ça ne veut pas dire que justement on doit mettre en place un salaire étudiant, ce qui nous paraît pas aujourd'hui la chose la plus primordiale à mettre en place. Par contre, là où je rejoins certains aspects qui ont pu être évoqués avant, c'est sur la question de l'insertion professionnelle. Et là où on a un sujet aujourd'hui, c'est l'insertion professionnelle, et ça doit être la priorité aujourd'hui du gouvernement, de faire en sorte, et c'est d'ailleurs dommage que Madame la ministre Clinquer n'ait pas pu être là, parce que c'est quand même un peu son domaine, la question de l'insertion professionnelle des jeunes, elle est primordiale aujourd'hui, on l'a vu cette année, et on le voit encore, et on le verra sûrement l'année prochaine, le plan Un jeune, une solution n'est pas suffisant pour garantir une insertion professionnelle pérenne des étudiants en fin de formation. Et il est nécessaire maintenant, tout de suite, de réfléchir à ça. Et ça peut rentrer dans un cadre plus global de réflexion sur le travail étudiant, je pense. D'accord. Sinon, une réflexion de Bertrand qui dit s'il y a des décideurs d'entreprise qui nous écoutent, de prendre plus de stagiaires. C'est vrai qu'il y a un moment pendant la crise, là, j'ai l'impression que c'est un peu où finalement les entreprises refusaient les stagiaires. Pour éviter, parce qu'il y avait des risques de contamination, parce que les salariés étaient en télétravail. Et moi, on avait beaucoup d'appels désespérés d'étudiants sur le Figaro étudiant qui disaient « Mais attendez, si on n'a pas de stage, on ne peut pas valider notre BTS, on ne peut pas valider notre formation. Donc, prenez des stagiaires en entreprise. » Donc voilà, c'était un peu le message. Sur la question des aspects financiers, si je puis me permettre, et du travail, il est très important de prendre en compte la grande diversité de la population étudiante, non pas par pure coquetterie d'analyste, mais réellement parce que tout le monde n'a pas les mêmes besoins financiers au même moment et de même montant. Il y a, au niveau du travail étudiant, on voit très bien que les besoins et les attentes des jeunes étudiants de 20 ans n'ont rien à voir avec les étudiants de 23-24 ans qui, eux, ont souvent un travail régulier et qui sont quasiment dans une attitude de préparation à la vie professionnelle, qui sont en couple, souvent des cohabitants, etc. Et ça se retrouve dans la diversité des filières, la diversité des âges, y compris au niveau des aides sociales. Pour certains, le job étudiant, c'est pour financer un projet, c'est pour financer un voyage, pour financer l'acquisition d'un ordinateur, pour financer un produit. Pour d'autres, c'est un complément indispensable pour financer leur vie étudiante, pour payer leur logement, pour payer leur alimentation, etc. C'est pour ça qu'il faut réellement avoir cette diversité en tête pour quand on apporte des propositions, que ce soit en matière d'aide sociale ou que ce soit en matière de travail étudiant, y compris dans d'autres domaines qui sont peu utilisés en France, mais qui peuvent être par exemple les prêts étudiants, bien avoir cette diversité en tête pour comprendre que c'est peut-être pas une solution qui est la même pour tout le monde, mais des solutions diversifiées qui s'adaptent, je dirais, aux attentes et aux situations diversifiées des étudiants en France. On raisonne trop souvent en France sur un dispositif, un étudiant, et en considérant l'étudiant comme une totalité. C'est pas toujours ça. C'est pas toujours ça. Je regardais, vous avez souligné tout à l'heure la question du logement. Nous avons 2/3 des étudiants qui décohabitent, et on sait très bien que le fait même de décohabiter par rapport, c'est-à-dire d'avoir un logement indépendant de sa famille, pour utiliser des termes plus simples, entraîne des conséquences très différentes en matière de conditions de vie. Oui, et des besoins différents, et des besoins qui sont évidemment. Donc, parce que c'est vrai qu'on pousse souvent les jeunes à changer de ville
postuler, lorsqu'on postule sur Parcoursup, on les encourage même à aller dans une autre ville que la leur, de déménager, etc. Il faut aussi faire attention. Oui, pourquoi pas, mais en fait, il y a des graves conséquences financières pour un jeune qui. C'est pour ça que d'ailleurs il y a des bourses de mobilité Parcoursup. Hein. Oui, tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup. Est-ce que l'un d'entre vous voulait ajouter quelque chose sur ce colloque très intéressant sur le travail étudiant? J'espère que toute la société, parce qu'au-delà du gouvernement, c'est toute la société qui doit prendre en considération le travail étudiant, mais les parents aussi, les jeunes aussi, comme quoi c'est quelque chose qui peut être positif et qui doit être, j'irais, facilité. L'un d'entre vous voulait ajouter quelque chose? Je ne sais pas si on m'entend en fait. Moi, je n'ose plus parler. C'est Charles, c'est ça? Oui, est-ce que moi, je vous entends, mais vous, si on m'entend ou pas. Alors, peut-être, on va voir si si quelqu'un peut nous dire si on entend Charles. Il peut nous faire un petit message. Voilà, je ne sais pas. Moi, je vous entends très bien. Et en attendant qu'on ait cette réponse, je me permettais de remonter un commentaire de Jérémy qui était très intéressant parce qu'il parlait de l'exemple slovène qui est cité dans le livre blanc. L'exemple slovène, c'est celui de la mise en place d'une agence on vous entend, nationale. Voilà, Charles, on vous entend, c'est parfait. Une agence nationale dédiée au job étudiant. Et je pense que le sujet majeur est là, c'est une sorte de labellisation du travail étudiant. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'en France, le travail étudiant, c'est un peu, comme le disait très justement Yanis, un tabou. On n'en entend pas parler. Puis c'est mal vu. C'est assez mal vu. On le voit d'ailleurs dans le plan Un jeune, une solution. Il y a des tas de choses sur l'apprentissage, sur le premier emploi, sur l'insertion. Il y a la garantie jeune, etc. Mais il n'y a rien sur le travail étudiant à proprement parler. Donc je pense que déjà, si il y avait une certaine reconnaissance via une labellisation, via une reconnaissance publique de ce phénomène, ce serait déjà un premier pas. Mais c'est vrai que c'est une reconnaissance qui doit être donnée par toute la société. C'est de dire c'est positif de travailler quand on est étudiant, quand on est lycéen, c'est quelque chose de positif, mais peut-être pas uniquement le gouvernement, que ce soit toute la société en elle-même et même les universités, les grandes écoles qui reconnaissent ça. Charles, vous voulez oui, je voulais faire trois commentaires rapides. D'abord, j'ai trouvé extrêmement intéressant ce que disait Olivier Ray sur la conception qu'on a de l'enseignement supérieur et des études tout court en France. Et je pense que c'est pour ça qu'on avait commencé à parler de mai 68 et dire bien qu'on avait complètement changé d'univers. Je pense qu'on est tellement marqué par l'idée qu'un étudiant qui réussit, c'est un monstre de précocité, que voilà, il faut qu'il sache tout de suite tout faire. Et il y a ce modèle des grandes écoles qui, même si ça concerne qu'une petite partie des étudiants, on voit bien qu'au sommet de l'État, on a plutôt des énarques, puisque c'est à la mode de parler de ce sujet. Cette conception des études, ça fait que effectivement, il n'y a pas la place pour cette respiration qui est absolument nécessaire, déjà pour des étudiants sur le plan des études tout court, pour qu'ils maturent plus lentement. Hein. Quand on n'est pas fils ou fille d'avocat, faire des études de droit, ça prend quand même un peu de temps avant de se mettre dans l'ambiance, on va dire, et puis pour développer des expériences professionnelles. Donc, si on pouvait avoir un système de l'enseignement supérieur qui soit un peu plus cool, qui laisse un peu plus de temps, ça serait forcément une solution qui serait très intéressante. Donc ça, c'est un point sur lequel je trouve qu'il faut qu'on insiste en termes de représentation. Et ça permettrait aussi de dédiaboliser le travail étudiant, puisque si on n'a plus en tête l'image d'Épinal de l'étudiant qui travaille 75 heures par semaine pour ses études, ce serait plus facile. Et la deuxième remarque que je voulais faire sur un autre sujet, on a parlé des charges sociales tout à l'heure. Il y a une énorme confusion dans le débat public français là-dessus. Notamment sur les charges sociales entre les salariés et les auto-entrepreneurs, micro-entrepreneurs. Jean-Baptiste rappelait tout à l'heure que c'est 22% de la rémunération qui passe en charge sociale chez les étudiants micro-entrepreneurs, enfin chez tous les micro-entrepreneurs. Il faut rappeler qu'au niveau du SMIC, pour des salaires au niveau du SMIC, c'est le même niveau de cotisation qu'on a, puisqu'il n'y a plus de cotisation patronale sur les salaires au niveau du SMIC. Et donc, un indépendant, il contribue plutôt bien à la protection sociale par rapport à un salarié.
Ce qui d'ailleurs nous fait dire que parmi les propositions importantes, il y a, enfin je reviens dessus, la nécessité sans doute de baisser les charges sociales qui pèsent sur le travail étudiant de façon générale pour maximiser les gains des étudiants et leur permettre de travailler pas trop à côté de leurs études. Et alors, il y a une petite réflexion je mets mes lunettes, Hugo, voilà. Lorsque l'activité rémunérée étend son emprise sur l'emploi du temps de l'étudiant, il s'opère une sorte d'inversion par laquelle l'étudiant salarié devient progressivement un salarié étudiant, son activité rémunérée prenant le pas sur ses études. La question de la dualité, donc c'est assez, se pose comme une lutte de domination sur le quotidien de l'étudiant qui débouche inexorablement sur le choix entre l'un des deux statuts. Je trouve ça un peu dur de dire ça. Si je puis me permettre, je crois que c'est la citation d'une étude, je l'ai déjà lue, qui insistait sur les étudiants qui, effectivement, à partir d'une certaine quotité de travail étudiant, devenaient plutôt des salariés étudiants que des étudiants salariés, quoi. Ouais. Mais c'est une citation d'une étude, je crois. Je l'ai déjà rencontrée dans mes travaux. Ah, je vois là. Mais c'est vrai que… Alors, une autre remarque, bonne remarque, une respiration, une expérience professionnelle valorisée pour chaque étudiant et une exonération de charges pour favoriser l'emploi étudiant. Merci beaucoup. Moi, ce colloque, ça m'a rappelé, je pense que c'est le cas de chacun d'entre vous, de tous les jobs étudiants qu'on a pu faire pendant nos études. Et moi, j'en ai fait un sacré paquet. Et c'est vrai que c'est des souvenirs quand même toujours un peu… qui ont contribué à mon éducation aussi. Enfin, je veux dire, même si évidemment, je me souviens, je faisais la plonge dans un quick avenue de Wagram jusqu'à 2h du matin. On peut pas dire que ce soit très épanouissant comme job étudiant, et ça pourrait être considéré comme un mauvais job étudiant. Évidemment, rien à voir avec mon métier aujourd'hui, mais je trouve que, enfin, ça fait partie de la vie, quoi. Et c'est pas, il n'y a pas de bon et de mauvais job étudiant. Ça fait partie de l'éducation de toute personne, de faire tous les jobs comme ça. Et je trouve que c'est… il faut vraiment favoriser… c'est remettre à l'honneur finalement le job étudiant. Et merci à tous d'avoir participé à ce colloque et d'avoir contribué. Donc, je vais publier une tribune de StaffMe et on va reprendre un petit peu ce qu'on s'est dit et une partie aussi du livre blanc. Donc, merci beaucoup d'avoir pris du temps pour participer à ce colloque. Peut-être, Jean-Baptiste Achat, vous voulez peut-être dire le mot de la fin? Parce que vous êtes quand même à l'initiative de ce colloque. Pardon, j'étais en mute. Voilà. Je voulais remercier d'abord Sophie et toutes les équipes du Figaro étudiant qui ont travaillé ces dernières semaines pour l'organisation de cet événement qui, malheureusement, du fait du contexte, dû se transformer en un colloque virtuel, mais ce qui n'a pas atténué la qualité des échanges, tout au contraire. Donc, merci beaucoup. Merci à tous les intervenants. Robin Rivaton, donc, qui a préfacé le livre blanc, Charles de Froment et Faustine Pau qui l'ont rédigé, Yanis, l'imam de la FAGE, Olivier Red, inspecteur auprès du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Le livre blanc donc, que je tiens actuellement entre les mains, donc, vous pouvez voir, sera disponible sur Internet, donc sur le site travailétudiant.fr, donc travailétudiant.fr en PDF, il est téléchargeable. Et ensuite, il est disponible aussi sur le site d'une grande entreprise américaine de livraison de livres et d'autres produits, si certains veulent se le procurer en version physique. Et voilà. Et si certains ne souhaitent pas passer par cette entreprise américaine, qu'ils n'hésitent pas à nous solliciter directement et nous ferons un plaisir de leur envoyer leur exemplaire. Ouais. Voilà, merci à tous et à toutes. Merci beaucoup.